Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier ou à l'acquisition immobilière dans Smart Patrimoine. Nous ferons en l'occurrence un focus sur l'immobilier de luxe. Quel a été le marché de l'immobilier de luxe au premier semestre 2025 ? Ce sera la question que nous nous poserons donc dans cette première partie avec Antoine Blandin, agent immobilier au sein de Varenne. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci au crowdfunding. Que retenir du premier semestre sur le marché du crowdfunding en lien avec les questionnements qu'on a pu voir notamment sur le crowdfunding immobilier. Nous ferons un point avec Bertrand Desportes, associé au sein du groupe Forvis Mazars, mais aussi avec Joachim Dupont, président de Anaxago Capital. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Benjamin Prodhomme, associé gérant chez Césambre Capital, avec qui nous tenterons de comprendre ensemble comment investir dans un GFI. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle a été la tendance au premier semestre sur le marché de l'immobilier de luxe ? C'est le sujet qui va nous animer à présent. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Blandin. Bonjour Antoine Blandin. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Smart Patrimoine, dans les clés de l'IMO plus précisément. Vous êtes agent immobilier donc, au sein de Varenne. Varenne, j'ai envie de dire deux agences emblématiques, Rive Gauche à Paris, spécialisées dans l'immobilier de luxe. Quand on suit le marché immobilier dans son ensemble, depuis la reprise post-Covid, on a l'impression que l'immobilier de luxe est moins traversé par les mêmes dynamiques que l'immobilier classique, que ce soit en matière d'évolution des prix, de coût du financement ou autre. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, chez Varenne, ce premier semestre de l'année 2025 ? Alors plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a une réelle reprise du marché, donc c'est plutôt positif. D'accord. Effectivement, par rapport au marché classique, on a quand même c'est une autre clientèle, c'est une autre dynamique. Par exemple, chez Varenne, par rapport à l'année dernière, on a plus 35%, D'accord. ce qui est quand même très intéressant. Ça veut dire que vous aviez vécu quand même une sorte de recul ou de tassement l'année dernière. Exactement, là on se rend compte qu'on fait plus de visites, on a plus d'acquéreurs. On a fait aussi des très belles transactions sur des actifs assez précis. Et donc ça prouve qu'il y a un redynamisme du marché. Parce qu'en 2024, alors pour comprendre la dynamique en 2025, en 2024, vous avez vécu quoi ? Un sujet coût du crédit aussi dans l'immobilier de luxe, comme dans le reste de l'immobilier ou Pas vraiment, c'est-à-dire que le coût du crédit n'est pas vraiment un frein dans l'immobilier de luxe, même si ça peut l'être. Non, c'était un marché un peu attentiste où les gens attendaient un peu de savoir ce qu'il allait se passer, avec peut-être un budget un peu moins gros à allouer à ce type d'actif, chose qu'on retrouve moins cette année. Alors il faut faire attention. On a quand même une restructuration des prix sur des biens avec défaut, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est l'immobilier de prestige que tout part à n'importe quel prix. D'accord. Il y a du défaut dans l'immobilier de luxe aussi ? On peut trouver du défaut dans l'immobilier de prestige. Non, mais ça peut être un appartement en étage élevé sans ascenseur, ça peut être un plan un peu particulier qui fait que si on ne se repositionne pas, ça ne se vend pas. Donc voilà, c'est quand même à nuancer. Et après, ça reste toujours... par contre, très dynamique sur une adresse prestigieuse, un appartement un peu sans défaut, ce genre de choses. Vous nous avez dit plus 35%, c'est chez Varenne, oui. Chez Varenne, de visites qui concluent ensuite... avec des ventes. Avec des ventes, oui, complètement. Donc ça, c'est quand même assez positif. Et est-ce que vous avez vu la demande, les types de recherches évoluer par rapport à ce que vous pouviez voir en 2022 ou 2023 ? Alors, on a à nouveau les biens très calibrés, c'est-à-dire... avec une rénovation assez haut de gamme. Par exemple, on s'aperçoit que c'est à nouveau le vent en poupe parce que pas de délai d'obtention de l'appartement. Parce que quand on fait des travaux, notamment dans le luxe, ça rallonge, bien sûr. Peut attendre un an et demi. Bien sûr. On peut avoir les clés tout de suite, donc c'est facile. Le coût des travaux a largement augmenté. Donc c'est vrai que sur ce type de bien, on a une demande assez accrue. D'accord, ça veut dire que là où avant on pouvait avoir envie de refaire un bien immobilier à son goût, là aujourd'hui on préfère se dire qu'on a envie d'y rentrer tout de suite et de ne pas subir des évolutions éventuelles de coûts de matériaux ou tout simplement les délais. Complètement. Et alors après, on a quand même, pour nuancer, une clientèle qui, elle, est à la recherche de biens à rénover. D'accord. Mais c'est vrai que maintenant, les gens vont avoir leur architecte
Il y a aussi une nouvelle mode, enfin c'est pas une mode, mais dans les milieux de prestige où en fait on a certains architectes qui vont faire prendre de la valeur au bien, c'est-à-dire qu'on a des architectes qui sont cotés. Et D'accord. donc du coup on peut faire appel à ces gens-là qui font que l'appartement peut prendre de la valeur. Donc on a deux types de D'accord. clients, mais la majorité, par exemple, c'est vrai qu'une clientèle étrangère va préférer avoir un appartement complètement rénové et pouvoir en bénéficier rapidement. D'accord, donc là, même sur ce deuxième type de clientèle, on est même dans la recherche du coût immobilier, c'est-à-dire qu'on achète un bien et ensuite, on va faire venir l'architecte dont le simple nom et le travail, évidemment, va faire prendre de la valeur au bien. Potentiellement, exactement. D'accord. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'adresses prestigieuses. C'est vrai qu'on peut se poser la question, si on prend l'exemple de Paris, mais il n'y a Mhm. évidemment pas que de l'immobilier de luxe à Paris, mais ça veut dire quoi, immobilier de prestige ou immobilier de luxe? C'est d'abord une adresse, d'abord un quartier, ça peut être dans tous les quartiers selon la typologie du bien immobilier. Qu'est-ce qui définit immobilier de prestige? C'est une bonne question. En fait, ça regroupe plusieurs choses. Ça peut être effectivement une adresse prestigieuse, que tout le monde connaît. Ça peut être aussi la rénovation d'un bien. D'accord, Mais c'est vrai que généralement, ça s'adresse il faut un peu avoir le combo des 2, c'est-à-dire une adresse prestigieuse, un bien prestigieux, une vue. En fait, ça peut être plein de d'accord. choses. Ça peut être une vue exceptionnelle, ça peut être, la rénovation, l'emplacement. C'est ça un peu qui fait, l'immobilier de prestige. C'est pas forcément les très grandes surfaces. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas une surface minimum pour rentrer dans l'immobilier de prestige. Un studio, un 20 mètres carrés, s'il Alors est très c'est très bien refait, très très bien placé, ça peut éventuellement rentrer dedans Alors ou... on peut alors nous on n'est pas, fermé à un type de superficie. C'est-à-dire qu'effectivement on peut prendre un 20 carrés, même si c'est vrai que c'est plus rare. Mais, là on avait, en estimation, il y a très peu de temps un petit 40 carrés rue de la Paix avec une vue, sur la place Vendôme. Bon, bah, ça fait partie, c'est un petit D'accord, ouais. appartement, Faut voilà, être vous sur voyez ce que faut je être veux sur la dire? place Vendôme. Ouais, c'est Ça ça. reste la place Vendôme quand même. Donc voilà, c'est ça un peu l'immobilier de prestige, mais c'est surtout voilà une vue, un emplacement, c'est ce genre de choses. Alors, je sais que vous ne pourrez pas forcément répondre à cette question, mais ça coûte combien, l'immobilier de luxe au mètre carré? Est-ce que vous constatez une baisse des prix, par exemple, ce qui aurait eu comme incidence de voir un peu plus de transactions, par exemple, début 2025 par rapport, aux années précédentes? Bah, en fait, c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que, on a une baisse des prix, sur des biens un peu avec défaut. Par exemple, pour D'accord, vous donner un exemple, on a vendu un appartement rue des Saints-Pères, qui avait une valorisation un peu généreuse au début, baisse de 230 000 € et là, il est parti au prix. C'était un quatrième étage sans ascenseur. C'était le d'accord. principal Ouais. frein lors des visites. Donc voilà, sur des biens comme ça, on a une restructuration, donc une baisse des prix. Et par contre, sur notamment les hôtels particuliers, si vous avez un hôtel particulier avec, un extérieur, on peut dépasser les 30 000 € du mètre carré assez facilement. Dans l'immobilier de luxe, la typologie des vendeurs, c'est plutôt des gens, qui sont ouverts à la négociation ou au contraire des gens qui ont le temps et ne sont pas dans la nécessité de vendre, ce qui rend les délais de vente un petit peu plus longs? Alors on a, un peu tout type de clients, mais c'est vrai que généralement il n'y a pas une urgence extrême. C'est vrai qu'on n'est pas dans un besoin primaire. C'est vrai que quand vous avez déjà un hôtel particulier avec un nombre de chambres important, s'il n'y a pas un nombre de chambres, exact et que vous avez le temps, bon, bah, on n'est pas non plus, à un mois près. Donc ça dépend vraiment du client. Maintenant, les gens quand ils décident de mettre en vente, c'est qu'ils ont un réel projet de vente. Soit, racheter plus petit pour avoir une résidence ailleurs, soit parce que, ils changent de quartier. Il n'y a pas une urgence extrême, mais, les vendeurs sont des vendeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils font la démarche de mettre en vente, de faire un shooting photo, de faire tout ça, c'est quand même dans une optique de le vendre. Il y a une différence entre un marché, du prestige et un marché de l'ultra-luxe, par exemple? Au sein même du marché du luxe, il y a différentes catégories? Il y a différentes catégories. Effectivement, le marché, par exemple, de l'hôtel particulier, où c'est vrai qu'un hôtel particulier maintenant en monopropriété à Paris, s'arrache à des prix assez records. D'accord, Là, c'est vrai que c'est complètement un autre marché, mais qui est très dynamique pour le coup, parce qu'en fait, il y a plutôt plus de demandeurs, que d'actifs. Donc on d'accord. est quand même sur une pénurie de l'offre, sur un hôtel particulier avec extérieur. Donc là, on a Et vraiment là, un ça effet de va chercher rareté. quoi? Dans les 5 10 millions d'euros? 5, 10 000 €, 20, 30, Ah oui, d'accord, oui, ouais, ouais, tout dépend après de l'hôtel tout particulier en dépend de question. l'hôtel particulier, tout dépend, de l'emplacement. C'est vrai que si vous prenez un hôtel particulier dans le 6e, 7e, bah, c'est vrai que la valeur du bien va être assez grosse, mais parce que aussi c'est très grand. Donc Bien faut pas sûr, non ouais. plus, faut nuancer. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de 400, 500 carrés, 600 carrés. Donc forcément, avec un prix au mètre carré à 30 000 €, bah, vous faites le calcul, ça Bien part tout sûr, de ouais. suite, dans des prix assez élevés. Donc c'est un peu ça. Dernière question, Antoine Blandin. Oui. Comment est-ce que vous voyez la suite de l'année 2025 avec, ce rebondissement que vous avez vécu en début d'année? Bah, si on reste sur la même dynamique, je pense plutôt positive, c'est-à-dire qu'on a et le retour, des clients, étrangers, mais aussi on parle beaucoup des étrangers, mais
On a aussi des clients français qui font l'acquisition de très bels actifs à Paris. Donc ça, je trouve que c'est plutôt dynamique. D'ailleurs, je pense que les plus belles ventes sont finalement par des clients français. Et ça, je trouve que c'est très positif. Donc si on reste sur la même dynamisme, alors après, il faut quand même nuancer parce que le climat géopolitique est quand même assez compliqué. D'accord. Et Mais ça a une incidence, ça, sur des ça a une acquisitions en incidence, France? mais on s'aperçoit que l'immobilier reste une valeur refuge et que les clients ont confiance en la pierre, et notamment à Paris. Merci beaucoup Antoine Voilà, Blondin de nous merci à vous de avoir. m'avoir invité. Merci, je rappelle que vous êtes agent immobilier donc chez Varenne. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de comprendre quelles sont les tendances en matière de crowdfunding au premier semestre 2025. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux spécialistes du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Joachim Dupont. Bonjour Joachim Dupont. Bonjour. Vous êtes président de Anaxago Capital et à vos côtés Bertrand Desportes. Bonjour Bertrand Desportes. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé au sein du groupe Forvis Mazars. Messieurs, vous venez tous les deux régulièrement dans l'émission pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur le marché du crowdfunding en France. Peut-être que nous allons commencer avec vous, Bertrand Desportes. Le premier semestre donc se termine tout juste. Oui. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Quelle a été la tendance? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le marché du crowdfunding dans son ensemble? Dans son ensemble, on est encore sur une orientation baissière tirée par l'immobilier qui n'a pas encore retrouvé les allures qu'il avait en 2022-2021. Donc on est sur une baisse sur l'immobilier qui sera aux alentours de moins 30 à moins 35%. Pour le premier semestre? Pour le premier semestre, oui. D'accord. Si Et là, quand on dit moins 30 à moins 35, c'est en matière de collecte? En matière de collecte, tout à fait, D'accord. ouais. Donc si on atteint 300 millions de collectes, tout confondu sur l'ensemble des plateformes, ce sera déjà pas mal. On était à 400-450 millions au premier semestre de l'année dernière. Voilà, et le crowdfunding dans son ensemble est plutôt sur une baisse de moins 10 à moins 15%, parce qu'en fait, il y a quand même des dynamiques positives au niveau de la transition énergétique, l'ENR, et au D'accord. niveau des TPE-PME, où il y a quand même des éléments de reprise. Donc derrière, en fait, un chiffre global en recul, on a deux dynamiques distinctes. Le crowdfunding immobilier qui, effectivement, a beaucoup Ouais. souffert en 2024 et donc vous continuez à le voir en 2025. Et d'autres dynamiques donc, sur les énergies renouvelables ou les TPE-PME, le financement aux entreprises directement via du crowdfunding, via des plateformes de crowdfunding. Exactement, oui, tout à fait. Joachim Dupont, que penser de ces tendances? Effectivement, on sent que le crowdfunding immobilier, c'est ce qui a fait du mal au secteur en matière de collecte, en matière d'image en 2024. On continue à le voir en 2025, c'est ça? Alors, c'est ce qui lui a fait beaucoup de bien au secteur. Oui, c'est vrai, quelques années avant, oui. Puisque c'est ce qui a permis de passer les milliards d'euros jusqu'à près de 2 milliards d'euros de collecte et d'investissement. Après, effectivement, c'est le marché immobilier qui n'a pas repris. On a beau lire, il y a des frémissements. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a atteint le point bas. Tout le marché était prêt à repartir le 6 juin dernier avec la première baisse des taux, enfin 6 juin Bien sûr. 2024, avec Oui, l'annonce de la baisse des taux qui était attendue depuis 2 ans. S'en est suivi la dissolution. Et donc, finalement, une forme d'attentisme. Et c'est la première fois, en tout cas, qu'on sent en France les acteurs immobiliers aussi concernés, les acteurs même du monde économique de manière générale, aussi concernés par la macro. D'accord. On parle des taxes, on parle des taux très élevés, on parle de Bien sûr, l'incertitude ouais. gouvernementale. Et derrière, il faut savoir que ce sont des investisseurs privés qui investissent, ou personnes morales, mais en tout cas, ça joue beaucoup quand on parle de morale des ménages, de morale des chefs d'entreprise, de confiance. Finalement, si vous êtes dans un environnement très incertain, vous investissez un petit peu moins. Donc ça, c'est côté demande. Et côté offre, il y a beaucoup moins de projets immobiliers. On passait d'un 1200 transactions, enfin 1 200 000 transactions dans l'ancien, il y a au top, fin 2022. Je crois qu'on est descendu à 700 000 l'an dernier. Donc toutes les classes d'actifs en immobilier, donc il y a moins de transactions, moins de volume et des prix qui sont assez stables finalement. Et il y a quand même eu des sujets aussi dans le crowdfunding immobilier de personnes qui n'ont pas récupéré leur argent Bien ou sûr. de plateformes qui se sont trouvées en difficulté. On continue à payer cela aujourd'hui en 2025? Il y a deux logiques dans le crowdfunding. Il y a le stock et le flux. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que c'est un meilleur moment pour investir dans l'immobilier qu'en 2022? Évidemment. D'accord. Donc, Ouais. le marché a repricé. Les LTV, donc les niveaux de risque sont plus bas. Les garanties sont meilleures pour ces raisons-là. Donc il faut mieux investir aujourd'hui qu'en 2022. Par contre, en 2022, tout le monde était euphorique. Mais ça, on ne pouvait pas forcément le savoir. Donc oui, le poids de l'argent, de l'épargne bloquée dans des projets reste important. Il n'y a pas de magie, il faut que les actifs sortent. Pour qu'ils sortent, il faut qu'il y ait de la liquidité et donc le marché de l'investissement immobilier reprenne. On était à 30 milliards d'investissements sur le marché tertiaire, on est passé à 15 milliards, on a divisé par 2. Et donc il faut qu'il y ait plus de transactions pour que les investisseurs puissent sortir des opérations, puisque si on ne vend pas les actifs, les opérations ne peuvent pas se déboucler.
Bertrand Desportes, même si on reste sur l'immobilier avant d'aller sur les autres types de crowdfunding, que dire effectivement de ce qui se joue toujours en fait à l'heure actuelle pour un certain nombre de plateformes et un certain nombre d'épargnants aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de... Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu trop d'euphorie en 2022, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains se retrouvent dans une situation avec des acteurs peut-être un petit peu moins sérieux que d'autres sur certains investissements? Alors, je pense que le crowdfunding a tiré un certain nombre d'enseignements de ce qui s'est passé sur la période 2020-2022, a vraiment resserré les boulons sur un certain nombre de critères qu'évoquait notamment Joachim. Les LTV ont été resserrés, la géographie des biens, le taux de pré-commercialisation, les niveaux de garantie qui ont été pris. Donc plus de sélection dans les projets. Oui, plus de sélection. Donc en fait, le marché est aussi régulé parce que les plateformes volontairement mettent moins de projets en ligne pour s'assurer de la qualité des projets jusqu'au bout et pour réassurer leur communauté d'investisseurs qui a pu être par ailleurs un peu échaudée sur certaines opérations qui n'ont pas donné lieu à un remboursement en temps et en heure. Et par ailleurs, ça c'est pour ce qui est de la gestion du flux et pour le stock, elle se démène jour après jour pour essayer de sortir par le haut d'opérations qui ont été sourcées il y a quelques années et qui trouvent encore à être traitées actuellement via des procédures de recouvrement, via différentes actions menées pour faire en sorte que la communauté retrouve ses billes. Vous dites elle se démène parce que vous n'êtes vous-même pas dans une plateforme immobilier, voilà. Mais observateur, vous échangez avec eux et c'est ce que vous constatez, c'est qu'il y a... Puis je suis impliqué aussi chez France FinTech sur ce sujet-là, donc on a des échanges assez réguliers et effectivement, une partie du staff des plateformes est vraiment mobilisée pour le recouvrement des opérations et pour faire en sorte qu'elles soient menées jusqu'au bout dans l'intérêt des particuliers qui ont investi dans le crowd. Joachim Dupont, alors il y a le crowdfunding immobilier et Bertrand Desportes l'a mentionné aussi, il y a l'investissement dans les entreprises, dans les TPE, PME. Quand on interviewe des professionnels du crowdfunding sur ce plateau, c'est arrivé plusieurs fois. Certains, il y a 2 ans, faisaient beaucoup de crowdfunding immobilier et on voit qu'un moyen de contrebalancer effectivement les difficultés qu'on peut avoir sur le marché de l'immobilier, c'est d'aller de plus en plus sur le marché du financement des entreprises. Est-ce que c'est une tendance qu'on peut généraliser aujourd'hui? Est-ce que vous constatez effectivement qu'il y a une sorte de vase communicant qui s'opère aujourd'hui sur le marché? Alors, on ne peut pas encore l'observer. Nous, on vient du marché du financement des entreprises innovantes. Donc, et on a diversifié sur l'immobilier, sur les fonds. Donc, on a un groupe assez diversifié. Et on sait naturellement que les marchés sont cycliques. Donc, on est ainsi dans le VC. Donc, c'est pour ça qu'on a pour objectif, en tout cas chez nous, de diversifier depuis 13 ans qu'on est sur le marché, nos activités. Donc on ne voit pas une tendance de fond parce que c'est un marché beaucoup plus petit. Quand on investit près d'1 milliard ou 900 millions d'euros par an dans le marché immobilier, il est très difficile d'investir les mêmes montants sur des entreprises innovantes ou des PME ou des TPE. Bien sûr. Et ensuite, pour suivre, en fait, c'est des marchés de très petits, enfin de petits volumes. Donc c'est assez compliqué. Il faut des équipes aussi spécialisées. Donc je ne sais pas si c'est une tendance de fond. En tout cas, on le propose chez nous pour avoir une gamme un petit peu plus large. Je ne sais pas encore si dans les chiffres, on va voir cette tendance émerger. Quand on est dans un contexte géopolitique incertain, fiscal incertain, politique incertain et j'en passe, investir dans les TPE et PME françaises, ça se fait avec encore plus de précautions, encore plus de sélectivité. C'est au contraire un relais potentiel de croissance pour la suite. Comment est-ce que vous analysez ça chez Anaxago? Alors nous, nos stratégies en 3 stratégies, des entreprises innovantes, donc qui travaillent sur tous les sujets de technologie autour du climat ou de la santé. On estime être des axes majeurs de développement. L'immobilier, parce que malgré tout, on n'en parle pas, mais il y a un credit crunch pour les opérateurs immobiliers, c'est-à-dire que les banques ont réduit drastiquement leur financement immobilier, et donc les opérateurs vont de fait se retourner vers les acteurs plus alternatifs, les acteurs de la dette privée. Donc c'est ce qui existe dans les marchés anglo-saxons. En fait, est en train d'arriver en France. Donc vous, ce que vous dites, malgré la discussion qu'on a eue avant, effectivement, sur les sujets qu'il y a eu dans le crowdfunding immobilier, c'est qu'il y a une opportunité à y aller aujourd'hui si on sélectionne bien les dossiers. Moi, c'est mon constat, c'est qu'en 2021-2022, alors que le marché était au plus haut, j'ai mis autant de volume. Alors, tout le monde, les plateformes, les institutionnels, les banques, les SCPI, les plus grosses SCPI du marché, tout le monde était euphorique à ce moment-là, les investisseurs comme les opérateurs. Donc, le retournement du marché immobilier embarque bien évidemment les plateformes, mais comme les SCPI, comme les banques qui n'arrivent pas à sortir. Donc, c'est généralisé. Et sur le troisième, donc nous, on pense qu'il y a une énorme opportunité, aussi bien en tant que prêteur, parce que le credit crunch qui ne porte pas son nom, finalement, il va créer une espèce d'appel d'air pour les opérateurs immobiliers, pour comme ce qu'on constate en Angleterre, aux États-Unis, c'est de faire appel à des prêteurs alternatifs. Et le troisième volet de notre activité, c'est la décarbonation au sens large au niveau européen.
Donc en fait, on a une plateforme d'investissement avec des équipes d'investissement spécialisées sur chacune de ces 3 stratégies. Et on pense que c'est moins risqué, en tout cas si on est sur des marchés qui sont porteurs aujourd'hui, d'être positionné sur des marchés en forte croissance, donc comme la décarbonation, la climate tech, la santé ou le crédit immobilier. Bertrand Desportes, justement, les énergies renouvelables dans le crowdfunding, vous nous disiez que c'était plutôt porteur à l'heure actuelle, que vous constatiez qu'il y avait plutôt de la croissance sur le sujet. On a pu entendre l'inverse il y a un an et demi. Qu'est-ce qui se passe sur cette verticale spécifique du crowdfunding en 2025 ? Il y a surtout un écosystème très solide de plateformes en France, avec notamment la plateforme Enerfip. Il y a aussi l'Endosphère qui s'est rapproché de l'Endopolis. Donc, c'est vraiment des locomotives qui tirent le secteur vers le haut et qui profitent plus que d'autres segments du marché du passeportage européen. C'est pas du tout rare de voir sur leur site des plateformes qui se font, des projets qui se font en Espagne, qui se font en Italie, sur du photovoltaïque, sur de l'éolien, etc., sur du solaire. Et donc, en fait, il y a un engouement déjà sur la thématique, aidé par le dynamisme de ces plateformes qui font que les chiffres sont plutôt orientés vers la hausse. D'accord, donc l'agrément PSFP, finalement, bénéficie particulièrement à ces plateformes dans les énergies renouvelables. Sur ce segment-là, particulièrement, ouais, c'est peut-être un peu moins vrai sur d'autres segments, mais sur le segment de l'énergie renouvelable, oui, on a pu le constater. Ça a permis d'ouvrir un marché européen à ces plateformes. Ça a permis d'ouvrir un marché en termes de projets et en termes aussi d'investisseurs qui viennent aussi d'un peu partout. Je dirais d'un mot aussi que le PSFP a eu tendance à resserrer les boulons et à professionnaliser davantage encore qu'il ne l'était le secteur dans son ensemble, puisqu'en fait, depuis 2022, il y a cette entrée du PSFP qui a permis de rehausser l'exigence réglementaire des plateformes en termes de fonds propres réglementaires, en termes de dispositifs de gestion des risques, en termes de reporting au sens large et de parcours investisseur, ce qui fait qu'effectivement, investir dans le crowd aujourd'hui est sans doute plus dérisqué qu'il ne l'était il y a encore 2-3 ans avant l'entrée en matière du PSFP, qui a vraiment réaligné les standards au niveau de l'ensemble des plateformes. Joachim Dupont, Bertrand Desportes nous parlait au début de la collecte. Donc ça, là, on regarde de manière quantitative, effectivement, l'envie d'investir des particuliers. Est-ce que vous avez des échanges, vous, avec des investisseurs qui regarderaient ça de manière plus qualitative ? Quelle est l'appétence, la vision du crowdfunding aujourd'hui vis-à-vis d'investisseurs particuliers en lien avec, effectivement, les belles années du crowdfunding immobilier et aussi peut-être les difficultés qu'on a pu connaître plus récemment et la vision qu'on peut avoir de ce type de financement aujourd'hui de l'économie? Les investisseurs, ils sont assez pragmatiques. Déjà, on parle à des investisseurs qui décident de mettre une partie de leur patrimoine à risque sur des classes d'actifs alternatives. Donc, en fait, si on oublie le mot crowdfunding, on investit dans la dette privée, on investit dans le private equity, on investit dans le capital risque, les ENR, etc. Donc, les investisseurs ont accès à ces classes d'actifs maintenant de plus en plus, et le crowdfunding est un moyen de diversifier le patrimoine des investisseurs. Donc, aujourd'hui, ils regardent bien évidemment projet par projet. C'est-à-dire, vous présentez un mauvais projet, il ne passera pas. C'est pas parce que vous appelez Anaxago qu'un mauvais projet peut être financé. Donc les gens regardent font confiance à la plateforme pour la capacité à synthétiser l'opportunité d'investissement, le travail qui sera fait, les équipes de gestion, etc., qui sont derrière. Après, quand vous avez un projet, nous on a des projets qui partent sur 5 millions d'euros en 3 jours, parce qu'on propose du 10% par an avec des coupons trimestriels et des garanties de premier rang. Quand vous avez ça, peu importe ce qui s'est passé avant, le marché a repricé, vous avez un actif qui a été revalorisé, vous allez percevoir 10% par an sur 18 mois. Et donc, on constate qu'il y a encore une forte appétence, très forte appétence des investisseurs pour mettre dans leur patrimoine des classes d'actifs qui peuvent rapporter 8, 9, 10, 12%. Et c'est la grande différence avec les ENR, c'est qu'on a du mal avec les ENR à dépasser les 6-7% de rentabilité globalement. Alors que sur la dette privée immobilière ou sur le venture capital, il y a des niveaux de risque importants, mais en tout cas, vous pouvez faire x3, x4, x5 et aller chercher des 10% par an. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un écart de volume à mon avis sur le marché. Merci beaucoup, messieurs. Merci Joachim Dupont, président de Anaxago Capital. Merci Bertrand Desportes, associé au sein du groupe Forvis Mazars. Là, on a parlé de tendance. Il y aura des chiffres précis qui sortiront plutôt à la rentrée en septembre. En septembre, oui, tout à fait. En septembre. Ce sera peut-être l'occasion de s'en parler sur la base de chiffres précis. Merci en tout cas, messieurs. Merci à vous également. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons tenter de comprendre comment et pourquoi investir dans un groupement forestier d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Prodhomme. Bonjour Benjamin Prodhomme. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Vous êtes associé gérant chez Césambre Capital. Première question, qu'est-ce qu'un GFI Benjamin Prodhomme ?
Alors, le GFI, c'est un groupement forestier d'investissement. C'est un fonds qui va avoir vocation à faire l'acquisition de forêts françaises, qui va être géré par des professionnels de l'investissement forestier. Et son objectif, ça va être de constituer un portefeuille de forêts et de les valoriser dans le temps. Un mot sur l'objectif de performance d'un groupement forestier d'investissement? Alors, si on regarde la moyenne sur les 10 dernières années, on est autour de 5%. Et ce qui est important également de préciser, c'est qu'on est complètement décorrélé des actifs financiers classiques traditionnels, parce qu'on est vraiment sur un actif réel, des actifs forestiers, et que c'est un très bon produit de diversification de patrimoine du coup. Alors, quand on parle de GFI, on parle souvent d'avantages fiscaux, notamment dans le cadre d'une donation ou d'une succession. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est si intéressant que ça? Alors, c'est un des grands avantages du GFI de l'investissement forestier, c'est-à-dire que vous avez un abattement sur les donations et sur les successions de l'ordre de 75%. C'est encadré par l'article 793 du CGI, du Code général des impôts. Et ce qui est important de préciser, c'est que vous n'avez pas non plus d'obligation de contrainte, tout du moins de montant ou de lignée. C'est-à-dire que vous pouvez donner des montants de manière illimitée et vous n'avez pas de contrainte de donner à des enfants ou des petits-enfants. Vous avez l'abattement de 75%, même si vous donnez à des amis ou des neveux, des nièces ou d'autres personnes. Alors, un groupement forestier d'investissement, ça n'est pas de l'immobilier, mais est-ce que pour autant, on peut faire du démembrement, par exemple, comme sur d'autres types d'actifs tangibles? Oui, tout à fait, c'est très régulièrement le cas. Souvent, la donation des GFI est réalisée en démembrement. L'usufruitier est donc le donateur. Et donc, si on prend par exemple une donation de l'ordre de 500 000 euros, si vous donnez 500 000 euros en pleine propriété de manière classique, traditionnelle sur un autre actif, vous allez payer des droits de donation ou de succession importants. Et là, le GFI, ça permet d'économiser entre 110 000 à 135 000 euros d'impôts en fonction du fait que vous le démembrez ou pas. Et est-ce que cela s'accompagne d'obligations de conservation ou de détention, comme on le voit souvent lorsqu'il y a des avantages fiscaux, Benjamin Prodhomme? Bien sûr. Concernant le donateur, logiquement, vous avez un engagement de conservation de 2 ans. Mais quand vous êtes sur des GFI à capital variable, ce qui est le cas des principaux GFI aujourd'hui sur le marché, vous n'avez pas cette contrainte-là. Pour le donataire, il n'y a aucune obligation de conservation, mais il ne faut pas que ce soit fait dans un but exclusivement fiscal, évidemment, donc il faut faire ça en bonne intelligence. Alors, si on rentre dans le concret, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, en 2025, mi-2025, pour investir dans un GFI? Pour investir aujourd'hui dans un GFI, vous avez des sociétés qui sont spécialisées sur ce type d'investissement, qui ont, pour certaines, un agrément de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, et vous avez certaines sociétés de gestion qui ont plusieurs milliards d'actifs forestiers sous gestion. Donc, c'est vraiment spécialisé. La question qu'on peut se poser quand on veut y investir, c'est la liquidité. Alors, concernant la liquidité, vous avez 3 leviers. Le premier, c'est le carnet d'ordre entre les acheteurs et les vendeurs. Le deuxième, c'est qu'il y a toujours une poche de liquidité de 10% dans les GFI qui est conservée pour permettre à ceux qui veulent sortir de sortir. Et enfin, vous avez la possibilité aussi dans le GFI de vendre des actifs forestiers qui sont aujourd'hui extrêmement liquides pour assurer la liquidité du fonds. Alors, on en a parlé, mais on se pose évidemment la question, surtout quand on tourne cette émission que sous une journée de canicule aujourd'hui. Quels sont les risques qui concernent la forêt, Benjamin Prodhomme? Concernant les risques, vous en avez 3 principaux. Vous avez les incendies, les tempêtes et tout ce qui concerne les risques phytosanitaires. Ça va être les bactéries, les virus. Pour couvrir ces risques, un GFI va prendre déjà des assurances sur toutes les forêts, donc pour couvrir les risques d'incendie ou de tempête. Ils vont également gérer de manière proactive les forêts pour éviter tous les risques qu'on a évoqués juste avant. Et enfin, vous avez, par l'intermédiaire du GFI, une mutualisation sur des centaines, voire des milliers de forêts. Donc vous êtes beaucoup moins exposé au risque si vous déteniez une seule forêt, évidemment. En conclusion, ce dispositif particulier, ces avantages fiscaux, quels sont les objectifs de l'État derrière? Alors, l'objectif de l'État, déjà, premièrement, il est écologique, c'est-à-dire que l'entretien des forêts va permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est quand même un point qui est très important. Comme vous l'évoquiez, on est en période de canicule. Et le deuxième sujet, c'est également aussi la création d'emplois, parce que l'industrie du bois est pourvoyeur de nombreux emplois en France, comme dans le secteur, par exemple, du bâtiment. Merci beaucoup, Benjamin Prodhomme, de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Césambre Capital. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.